Ce matin, j'ai la chance d'avoir une artiste à mes côtés, Lily Rhode. Bonjour Lily. Bonjour Ornella. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est avec grand plaisir. Alors Lily, moi j'ai besoin de connaître un petit peu, avant de parler de votre livre, j'ai besoin de connaître un peu votre histoire. Votre histoire qui commence, je crois, à partir de l'école. Oui, on va dire que c'est pas forcément des bons souvenirs, mais maintenant je suis contente d'en parler parce que j'ai la chance de pouvoir faire passer un message. J'ai commencé par une déscolarisation. On va dire le collège pour moi s'est passé à la maison, Oui. puisque j'étais un peu différente. J'étais déjà, je pense, 100% artiste. Oui. J'étais déjà, je pense, 100% la tête un peu ailleurs. Et quand on rentre pas dans le cadre, à l'école, c'est pas simple en fait. Surtout au collège. Voilà, surtout au collège. Où on rentre dans l'adolescence, Voilà. où les corps changent, il se passe beaucoup de choses intérieurement au collège. Exactement. Et à la fois, on cherche à affirmer sa différence et à se conformer à ce qu'on voit autour de nous. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas simple. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Donc un harcèlement scolaire sévère, je ne vais pas rentrer dans les détails, Oui. mais en tout cas suffisamment sévère pour que je sois déscolarisée 5 ans. Ah oui. Parce que je suis tombée dans l'anorexie. Alors ça s'est fait petit à petit, ça s'est pas À fait... cause du harcèlement scolaire. Oui, parce que finalement, la nourriture et mes apports en calories, c'était la seule chose que je pouvais contrôler sur ma vie. Alors moi, ça n'a jamais été une anorexie où je souhaitais maigrir. Ça n'a jamais été cette volonté-là, je ne voulais pas maigrir. Je voulais juste pouvoir contrôler quelque chose. Parce qu'à l'école, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi j'étais toujours prête à aider les autres, pourquoi j'étais toujours disponible. Je pense ne jamais avoir repoussé personne ou refusé d'aider. Et pourtant, le fait que je sois bonne en classe a été peut-être mon premier handicap invisible, je dirais. Oui. Et du coup, voilà, déscolarisation. C'est chaud ça, quand on commence à dire à quelqu'un on va te déscolariser, c'est que oui. C'est que c'était pour me sauver. C'était pour me sauver. Ouais, pour me protéger. Vous utilisez, ils sont forts, en même temps ils sont réels. En même temps, ils sont réels, ouais, malheureusement. Et encore, j'ai vécu le harcèlement scolaire à une époque où me déscolariser, c'était me couper de tout ça, puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les téléphones. Maintenant, voilà, les enfants qui sont déscolarisés n'ont même pas cette chance, parce que le harcèlement se poursuit même à la maison, même au club de sport, même avec leurs amis à l'extérieur. Donc vous allez connaître l'anorexie. Du coup, à quel âge vous aviez à ce moment-là ? Ça a commencé en 6e. Ouais, donc tôt, on a entre 11 et 12 ans. Ouais, c'est ça. Et ça s'est dégradé jusqu'à ce que je finisse par m'en sortir, on va dire peut-être en mettant les pieds dans un avion, puisque j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études du Rotary Club pour partir au Canada. Et on va dire là-bas, on m'a mis dans une école, donc il y a un lycée classique, mais où les cours sont organisés différemment, c'est-à-dire que je faisais de l'anglais, donc j'apprenais Shakespeare, mais l'après-midi, je faisais aussi Shakespeare en pièce de théâtre. J'apprenais l'économie du Canada le matin, mais l'après-midi, je le mettais à profit en créant des projets de comédie musicale, en allant démarcher des entreprises pour avoir de l'argent, en montant des projets caritatifs. Donc on va dire les différentes parties de ma personnalité là-bas pouvaient s'exprimer en fait. C'est-à-dire que vous étiez très bonne au niveau scolaire, vous aviez cette différence que vous aviez, c'est même pas cultivé, c'était inné depuis que vous êtes petite, ce côté artistique, et donc du coup finalement les deux arrivaient à bien se mélanger correctement. Ouais, là-bas ils pouvaient cohabiter et c'était un atout. Ce qui était un handicap ici est devenu un atout là-bas. Et c'est fou de se dire qu'il faut partir aussi loin pour pouvoir être bien, finalement. Ouais, c'est sûr. Et votre anorexie s'est arrêtée quand vous étiez là-bas ? Petit à petit, alors j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit des poèmes, j'écrivais des romans policiers, très mauvais je pense, mais je les écrivais quand même. C'est pas grave, le principal c'est justement de lâcher plein de choses sur un papier. Mais en tout cas, les poèmes tournaient. Et là-bas, quand on m'a mis une guitare dans les mains, les poèmes sont devenus des chansons. Je suis montée sur scène et j'ai toujours... donc j'étais dans des chorales d'église, je faisais des petites comédies musicales, j'étais dans des petits groupes. Mais là-bas, commencer à m'exprimer avec mes propres chansons, c'était finalement me mettre en extrême danger sur scène. Et finalement, c'est ça qui me plaisait et c'est ça qui me permettait d'exister et de
renaître. C'est vraiment une renaissance. Qui vous a sauvé finalement. On peut utiliser ces mots-là. Je me permets, mais vous me corrigez si je dis des bêtises. Non, vous pouvez vous permettre, c'est exactement ça. Qui vous a sauvé, c'est à ce moment-là où vous avez pris aussi conscience que peut-être il y avait un problème au niveau de la nourriture justement et qu'il y avait un souci, vous aviez un problème avec l'anorexie. Je pense que ça, je m'en étais rendu compte, mais non, c'est là où par contre, j'ai commencé à comprendre l'impact de la vie émotionnelle et spirituelle sur le corps et ses mots et ce qu'on peut ressentir. Parce que c'est à cette période-là aussi où j'ai commencé à avoir des migraines, donc chose que j'avais jamais eu avant. Donc finalement, l'anorexie était chassée par les migraines, était chassée par des tendinites. Donc voilà, ça commençait à me faire réfléchir, mais voilà, sans plus. Ouais. Je suis revenue en France, j'ai poursuivi mes études. Je suis devenue chef de produit acheteuse dans le textile. D'accord. Donc, j'ai énormément voyagé. J'étais tout le temps entre 2 avions. Alors une vie que j'aimais beaucoup parce que c'est une vie de contact, mais une vie qui était très difficile à vivre parce que dans une chanson, je dis difficile de refermer ses portes derrière soi. Et c'est vrai que parce que quand je rentrais, j'avais vu tellement de misère, tellement de gens qui avaient des vies compliquées, des gens qui avaient tellement peu pour s'en sortir. Et aussi des tellement beaux messages d'espoir, parce qu'ils avaient une résilience que nous, peut-être Européens, on n'a plus forcément. Bien sûr. Mais c'était mitigé. Et coïncidence de la vie ont fait que Michael Jones, le guitariste de Jean-Jacques Goldman, est tombé sur une de mes vidéos sur Internet. Parce que du coup, entre le moment où vous êtes, vous faites chef de produit acheteuse, voilà, pas de bêtises, vous continuez quand même la musique. Oui, je continue la musique dans des petits groupes. Ça, c'est quelque chose qui ne vous lâchera jamais. Malheureusement, ça me lâchera... il y a 2-3 ans, mais on y reviendra plus tard. Ouais. Mais en tout cas, non, jusque-là, du moment où je suis montée sur la table du salon en commençant à chanter les standards des Beatles ou de Eagles, jusqu'à ce moment-là, oui, c'est resté. Donc Michael Jones découvre une de vos vidéos. Il découvre une de mes vidéos et il me propose de venir le rencontrer pour discuter un peu de la chanson qu'il a entendue. Okay. Donc il voulait savoir en gros si on avait d'autres, si j'écrivais, si c'était moi qui avais fait parole-musique. Et on se rend compte, le courant passe bien. Et puis, je pense qu'après, il me met un petit peu au défi, puisqu'il me rappelle quelques semaines plus tard en me disant, écoute, je fais un gala dans le sud de la France. Si tu veux venir, écoute, tu peux venir. Tu verras un petit peu comment se passent les galas que je fais, etc. Okay. Prends ta guitare quand même, on verra si on peut travailler un peu sur tes chansons. Donc, je prends ma guitare. Mais jamais il me dit par contre que je vais faire sa première partie. Donc, il me met un peu au défi, puisqu'arrivé là-bas, il me dit, écoute, si tu veux, tu as une demi-heure. Donc, voilà, le public est à toi. Et c'est ma première, parce qu'il y avait pas mal de gens connus, on va dire. C'était un gala des tocs et des sportifs. Donc, il y avait pas mal de gens que je voyais à la télé. Et là, d'un coup, on se dit, oups, oh là là. Bon, c'est le moment d'y aller. Ouais. C'est ce que tu voulais faire, vas-y. Et ça se passe très bien. Donc, suite à ça, Michael me dit, écoute, moi, j'aimerais bien t'aider à pouvoir te faire des maquettes pour que tu puisses après aller démarcher et peut-être commencer ton chemin d'artiste. Ça s'enchaîne très vite puisque un concert en amène un autre et un autre et un autre et je passe 5 ans sur la route tout en me formant à côté à l'art-thérapie parce que je décide de quitter mon métier d'acheteuse. C'est ce que j'allais dire. Qui est quand même un gros pari quand on est maman en plus, parce que je suis maman à l'époque. Je suis toujours, mais je veux dire, je suis déjà maman. Et ouais, c'est un gros pari. Donc je me dis, je vais quand même assurer les arrières. Donc je me forme à la faculté libre de médecine de Lille en art-thérapie. Ce qui me permet finalement de concilier les deux choses que j'aime, c'est-à-dire aller et pouvoir aider l'autre. Donc c'est ce que je fais l'après-midi en général. Je vais dans des EHPAD, des hôpitaux, des associations. Et le soir, je suis sur scène. On va dire que je suis proche de combler. Ouais. Et jusqu'à un moment où à titre personnel, il y a une séparation. À titre professionnel, je tourne énormément, mais j'ai du mal à percer, j'ai du mal à passer en radio. Donc beaucoup de questionnements arrivent, une vie qui se réorganise et des douleurs qui arrivent aussi. C'est-à-dire quoi comme douleur ? Alors les migraines redoublent. Oui, parce que ça, vous nous expliquez que ça, au Canada, ça a commencé à arriver. L'anorexie est partie au fur et à mesure. Mais il y a d'autres choses qui sont arrivées petit à petit. Donc, les migraines. Et puis, une douleur au niveau du dos.
Donc des lombalgies, comme on en a tous, finalement. On a tous à un moment, on se lève, on a un peu mal au dos, etc. Donc j'y prête pas forcément attention. D'autant que je suis sportive. À l'époque, je cours encore du marathon. Donc on se lève toujours avec mal quelque part. Voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie du jeu, exactement. Donc j'y prête pas attention. Et puis la vie continue. Je m'épuise au travail, puisque finalement, je gère énormément de choses, beaucoup de responsabilités, une petite puce qui ne dort pas la nuit. Alors, c'est ce qu'on appelle les bébés Covid, donc des bébés qui sont très stressés. Dès qu'elle est un peu éloignée de moi, elle pleure, ça va pas. Elle est quasiment debout toute la nuit. Donc, je fatigue. Sympa pour la récup. Je fatigue. Ouais. Ah non, mais la quoi ? La récup. Un truc que j'ai oublié pendant 6 mois, je pense. Mais je me plains pas parce que je me dis, j'essaie toujours de me raccrocher, à me dire, bon, elle est en bonne santé, c'est pas grave, ça va passer, elle a vécu des moments compliqués. Et puis, mais moi, par contre, les douleurs de dos, c'est de pire en pire, quoi. Jusqu'au jour où, de toute façon, je sais plus marcher, quoi. Donc là, arrêt de travail, errance thérapeutique de plusieurs mois, voire quasiment années. Ouais. Jusqu'à ce qu'une paralysie s'installe. Donc on va dire que j'ai eu une hernie discale au niveau du dos qui commence à prendre énormément de place et à compresser tous mes nerfs. Donc là, je suis alitée pour de bon, puisque je ne sais plus marcher. Le chirurgien préfère attendre pour opérer. Bon, avec le recul, je me demande pourquoi, mais bon, il avait sûrement ses raisons. Donc la paralysie s'installe, et puis là, l'avenir, on ne l'imagine plus trop. Vous écoutez Les Modèles avec Ornella Dampron. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, la radio Toutes les différences. C'est la deuxième partie ce matin de votre émission Les Modèles. Je suis en compagnie de l'artiste Lily Rho. Depuis tout à l'heure, là vous venez de sortir un livre qui s'appelle J'ai mal mais je me soigne, qui est sorti chez City Éditions. Mais depuis tout à l'heure, on discute de votre histoire avant tout. Et votre histoire, c'est l'histoire d'une petite fille harcelée au collège qui est déscolarisée pendant plus de 5 ans, qui va partir au Canada et qui va se rendre compte là-bas que finalement sa différence à elle, ce côté artistique que vous aviez déjà étant enfant, vous allez pouvoir le nourrir différemment. Vous allez devenir artiste. Michael Jones va vous repérer. Il va se passer beaucoup de choses jusqu'à un moment où, et c'est là où on s'est arrêté il y a quelques instants, où vous me dites, j'ai été complètement paralysée dans mon lit, je ne pouvais plus me lever. Et là, un médecin m'a dit, peut-être je vais t'opérer, ça va aller mieux. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai été opérée en effet en urgence, puisque quand je retourne voir le chirurgien, il me dit « Oh là là, oui, non, mais en effet, là, vous êtes en train de perdre votre pied complètement, perdre votre jambe d'ailleurs à l'époque. » Donc, je suis opérée en urgence un dimanche matin. Et dans la semaine qui arrive, des tas de personnes qui m'envoient des messages par Messenger ou des coups de fil en me disant « Oh, si t'as été repérée, c'est super, tu vas pouvoir reprendre ta vie, ça va aller mieux. » Et en fait, passé la période de cicatrisation, moi, je me rends compte que j'ai toujours aussi mal et j'ai voire même plus mal qu'avant. Et là, on peut plus le mettre sur le dos de l'hernie discale, c'est le cas de le dire. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Si c'est pas structurel, mais qu'est-ce que j'ai ? Donc je vous disais, période d'errance thérapeutique, jusqu'à temps que je suive un programme en Australie. Donc c'est un programme par visioconférence, par l'université Macquarie de Sydney, et qui m'apprend énormément de choses sur moi, sur mon cerveau. Et là, je repense à mon mémoire d'art-thérapie, parce qu'à l'époque, en 2012, dans ce mémoire, je parle de la douleur et du côté multifactoriel de cette douleur. Et je me repenche un peu là-dessus. Et je réfléchis à tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je fais un petit peu chronologie de toutes les douleurs que j'ai eues, l'anorexie, les migraines, les tendinites qui n'ont pas de cause structurelle. Et je découvre le concept de douleur neuroplastique. Donc ça a été... Alors. Voilà, un joli mot. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous savez qu'à chaque fois, moi, j'ai besoin de tout comprendre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, si je vous dis douleur psychosomatique, je pense que ça va vous parler plus. Oui, parce qu'on en parle beaucoup. C'est-à-dire, c'est dans la tête, c'est des... Voilà, on se fait soi-même des douleurs. C'est bien ça ? Enfin, on crée des douleurs. Voilà. Ok. Alors... Le mot psychosomatique, il a justement été transformé en neuroplastique parce que le mot psychosomatique laisse un peu toujours la porte ouverte au fait que les douleurs ne sont pas réelles en fait, qu'elles sont en effet fantasmées et que la personne n'a pas vraiment de douleur dans son corps. Donc les douleurs neuroplastiques, donc, qui ont été
qualifié comme ça par l'OMS en 2022, montre bien qu'il y a en effet une douleur qui est réelle dans le corps de la personne. Donc ce n'est pas dans sa tête, même si c'est en définitive créé par son cerveau. Alors le mécanisme derrière ça, c'est en fait un cerveau qui se met en état d'alerte chronique et qui a peur. D'accord. Alors il a peur de dangers qui peuvent être des dangers physiques. C'est par exemple le cas de on se fait une foulure, une entorse, et le médecin vous dit c'est bon, sur la radio, sur l'IRM, tout est réparé, pourtant on a encore mal. C'est normal, il faut le temps que le cerveau réapprenne à ne plus avoir peur et à se dire ok, c'est réparé, je n'en vois plus de douleur. Mais ça peut aussi être, et ça peut se combiner, mais ça peut aussi être des dangers psychologiques. Et c'est là où on se dit que le corps stocke tout ce qui nous arrive. Le corps n'oublie rien. Les traumatismes, les stress, on pense les encaisser, mais on les encaisse pas, on les stocke. Et quand il y a un trop-plein, le cerveau se met en état d'alerte en disant « Moi, tout ça, j'y arrive plus. J'arrive plus à prendre tout ça. » Il prend peur. Qui dit peur, dit douleur. Et il nous envoie la douleur chronique pour nous alerter. Alors, il y a deux écoles. Il y a certains scientifiques qui disent pour nous alerter, c'est-à-dire pour nous faire ralentir le rythme et se repencher sur notre vie. Il y a d'autres scientifiques qui disent c'est pour nous détourner de la douleur psychologique. On nous envoie une douleur physique qui est finalement plus facile à supporter que la douleur psychologique à laquelle on devrait faire face. Alors, à ce moment-là, quand vous allez comprendre qu'effectivement, c'est parce que vous stockez des choses que vous ne devriez pas, ou peut-être plus évacuer par la parole, par éviter justement d'obstruer certaines choses de votre vie sans le faire exprès, pour le coup. À quel moment vous allez comprendre ce qui s'est passé il y a quelques années, vous avez mis de côté et trop mis de côté? Je pense que c'est lorsque je me repenche un peu sur ce qui s'est passé en tant qu'anorexique. Puisque je me dis finalement, la douleur, c'est un système d'alarme de notre corps, mais tout comme la faim finalement. Et à cette époque-là, j'arrivais à couper complètement ce système d'alarme qui était la faim. Une anorexique, enfin, moi je n'avais pas faim en fait, je ne ressentais plus la faim, j'avais coupé ce signal. Et je me suis dit, mais finalement, cette histoire de douleur, ça me parle, parce qu'en effet, si la douleur n'est pas réelle dans mon corps, s'il n'y a pas de cause organique, en effet, je dois pouvoir la stopper, la couper par des outils thérapeutiques, comme je l'ai fait finalement à l'époque. Oui, bien sûr. Je l'ai fait pour ce qui est la sensation de faim. Et à ce moment-là, je me dis, j'essaie de me soigner, donc je me tourne vers le docteur Schubiner, qui est un médecin américain qui travaille énormément sur ça, qui devient un peu mon mentor, qui m'aide à compiler différents outils. Je travaille aussi avec le docteur Nectou du CHU de Lille, avec qui j'avais fait mon mémoire justement d'art-thérapie. Je commence à compiler tous ces outils thérapeutiques, mais finalement, guérir, enfin me soigner en tout cas, ne plus avoir mal devient une obsession. Et au plus j'essaie de ne plus avoir mal, au plus j'ai mal. Et là, je me dis, tu es sur la bonne voie. C'est comme un détecteur de métaux où plus on arrive, plus c'est chaud, plus ça bip, 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 bip. C'est exactement ça. Et en fait, en voulant calmer mon cerveau, je faisais l'inverse en fait, puisque soigner cette douleur et la fuir et la combattre, c'est devenu une obsession. Donc je me suis dit, tu es sportive, quand tu faisais des marathons, tu te faisais des plans d'entraînement. Ben, c'est ce que tu vas faire, parce que finalement c'est la même chose. Réussir à vaincre cette douleur chronique, c'est comme courir un marathon. Et du coup je compile toute une palette d'outils thérapeutiques, l'écriture expressive, l'art-thérapie, l'hypnose, l'auto-hypnose, tout ce que je sais faire, le yoga, la méditation à laquelle je suis formée aussi. Et puis, ce plan d'entraînement, finalement, prend forme et petit à petit, je commence à avoir moins mal et émergent des choses, ressortent tous mes traumatismes. Des choses que je pensais avoir complètement acceptées, tout ressort. Donc j'ai des séances d'écriture expressive qui sont pas forcément simples. Mais finalement, après, j'ai un tel mieux-être. Cette douleur de dos, je me remets aussi au yoga. Je me dis, il n'y a pas de cause structurelle. Tu peux donc aller un petit peu plus tous les jours.
réapprivoiser ton corps, sachant que j'ai le pied qui est handicapé, donc je dois aussi réapprendre à vivre avec un corps qui est différent, parce que j'ai une RQTH maintenant suite à la paralysie. Donc voilà, j'ai le pied qui ne sera plus jamais comme avant, mais c'est pas grave, quelque part. Je réapprends à vivre avec un corps qui est autre et qui est mien, et qui finalement me porte et qui m'amène chez vous aujourd'hui. Donc l'idée de cette palette d'outils devient une méthode que j'ai appelée la méthode MBC, Mind Body Connection. Mind pour apaiser l'esprit, non plus faire la paix avec ses stress quotidiens, ses traumatismes. Body parce qu'il faut à tout prix remettre son corps en mouvement, puisque comme la douleur elle est réelle, mais elle n'est pas dangereuse. Donc on peut aller un peu au-delà. Et connection, parce que l'idée c'est d'utiliser la plasticité de notre cerveau pour rétablir les voies neuronales, pour rétablir les voies neuronales zéro douleur. C'est à partir de ce moment-là ou après, ou à quel moment justement vous vous dites j'ai besoin d'expliquer ça, j'ai besoin de le communiquer aux gens et peut-être justement d'écrire, ce qui va peut-être être une thérapie aussi quelque part. Tout se combine. Parce que je contacte Frédéric Veil, qui travaille chez City Edition. Mais je ne sais pas à l'époque qu'il travaille chez City Edition. Je le contacte parce qu'à l'époque, quand je faisais de la musique, on était régulièrement en contact dans ce cadre-là. Et il me dit, mais écoute, envoie ce que tu as fait, je vais jeter un petit coup d'œil. Et c'est là qu'il me dit, parce que je suis dans le métier. Alors je dis, écoute, je ne savais pas. Écoute, avec grand plaisir, vas-y, donne-moi ton avis sur ce que j'ai fait. Et je m'étais un peu cachée à la troisième personne, derrière une thérapie très scientifique, un livre très scientifique. Et il me dit, ce livre est très intéressant, mais j'aimerais bien que tu en écrives la genèse. C'est-à-dire comment tu es arrivé à écrire ce livre. Raconte ton histoire aux gens pour qu'ils aient envie de te suivre, qu'ils se retrouvent dans ton chemin de croix, dans ton parcours, dans ton errance thérapeutique, dans tout ce que tu as vécu, pour qu'ils puissent s'identifier à toi et ensuite te suivre. Donc c'est sûr que c'est mon éditeur qui est vraiment... moteur, parce que c'est vrai que j'avais du mal à me dire je vais écrire mon histoire et finalement ça va intéresser les gens. Je trouvais ça très un peu narcissique quelque part, un peu se dire non. Et finalement il me dit mais non, c'est un immense message d'espoir que tu vas donner. Et donc j'ai commencé à écrire le livre J'ai mal mais je me soigne, en expliquant un peu toutes les étapes, ce par quoi je suis passée, en donnant les clés au fur et à mesure qu'elles arrivaient, en expliquant ce que j'avais fait, mon parcours. Et l'idée, c'était vraiment d'être un phare dans la nuit pour ceux qui souffrent encore. Leur dire que s'il n'y a pas de cause organique, de cause structurelle dans leur corps, on peut s'en sortir. Souffrir n'est pas une fatalité. Et puis, souvent, il y a des choses, malheureusement, qu'on n'explique pas assez. C'est-à-dire que quand on va voir un médecin en disant, voilà, j'ai des douleurs, j'ai telle chose, il y a des médecins qui vont dire, alors... Là, effectivement, les douleurs, vous les avez, je les entends, mais il n'y a rien concrètement, on ne voit rien en radio, en IRM et tout. Donc, souvent, il y a certains médecins qui vont dire « c'est dans la tête, merci, au revoir, rentrez chez vous avec cette information ». Il y a d'autres médecins qui ne vont pas être comme ça, qui vont être plus dans « voilà, peut-être on va aller creuser autre part », mais souvent, et aujourd'hui, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas le temps à l'hôpital, on expédie un petit peu tout ça. Et par rapport à votre livre, justement, les gens vont peut-être pouvoir se dire aussi un message d'espoir et de dire, effectivement, il y a quelque chose, il y a des douleurs. Il va peut-être falloir que j'aille creuser autre part, autrement, avec d'autres spécialistes. Et ça, c'est après propre à chacun, justement, de faire son chemin. En tout cas, votre chemin, il est beau. Il a le mérite, en tout cas, d'être lu parce que, justement, c'est un message d'espoir pour beaucoup de personnes. On rappelle, j'ai mal, mais je me soigne aux éditions City Edition. Lily Rhode, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Ornella. Et puis, on se retrouve très bientôt, je crois, parce qu'il y a un OP qui sort bientôt. Oui. Voilà. Et donc, du coup, vous reviendrez nous faire ça à l'antenne, bien évidemment. Avec grand plaisir, avec la guitare cette fois-ci. Voilà, comme ça, c'est fait. Le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, ce matin. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.